Donc, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre de l'Institut Thomas More. Je vous souhaite à tous la bienvenue et selon notre habitude, je remercie ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de suivre régulièrement nos visioconférences géopolitiques et espère que ceux qui y participent pour la première fois deviendront à leur tour des habitués. Je remercie également le contre-amiral Christophe Pipolo et Hugues Delin d'avoir accepté notre invitation. Je vous les présenterai dans un instant. Nous vous proposons donc ce soir de passer 1 heure et demie, me permettre de voilà. Nous nous proposons ce soir de passer 1 heure et demie à étudier et discuter la situation géopolitique de la péninsule coréenne. Nous le faisons à l'occasion de la publication aujourd'hui même de la nouvelle note d'Hugues Delin que je vous montre ici. Donc Hugues qui est directeur de recherche à l'Institut Thomas More et qui a donc publié aujourd'hui la note intitulée Les enjeux maritimes dans la géopolitique compliquée de la péninsule coréenne. Partant d'un rapide rappel historique, Hugues y analyse les enjeux géopolitiques proprement maritimes de la région en étudiant et en mettant en relation à la fois la conduite de chacune des deux Corées, mais aussi celle des grandes puissances. Il aura largement le temps d'y revenir tout à l'heure. Car si la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump connaît actuellement un moment de répit, mais pour combien de temps, il ne fait en tout cas aucun doute que le grand jeu entre les États-Unis et la Chine est quant à lui entré dans une nouvelle phase et une phase active étendue. Il est donc nécessaire d'anticiper ces développements et de repérer ses prochains théâtres. Taïwan en est assurément un, et nous lui avons consacré une vidéoconférence au début de ce mois que vous pourrez aisément retrouver si vous ne l'avez pas vu ou si vous n'avez pas participé, que vous pourrez aisément retrouver sur notre site ou sur YouTube. Mais il convient donc également de porter notre attention sur la péninsule coréenne. Marquée par les stigmates de l'histoire et la tyrannie de la géographie, elle concentre en effet un grand nombre de facteurs de risque entre d'une part la Corée du Nord, autocratie héréditaire, agressive et nucléaire appuyée par la Chine et la Russie, et d'autre part la Corée du Sud, puissance maritime émergente, mais démocratie fragilisée par la récente destitution de son président. Je vous rappelle que les nouvelles élections se tiendront le 3 juin prochain, et également démocratie incertaine désormais de la solidité de l'alliance américaine. Sans entrer naturellement à ce stade dans les détails compliqués, multifactoriels et à plusieurs échelles de la situation, on peut dire à minima que la péninsule coréenne, qu'il faut inscrire dans le panorama géopolitique plus large de la zone Indo-Pacifique, constitue une sorte de laboratoire de tous les dangers de la nouvelle donne mondiale. C'est pour tenter d'y voir clair et de porter un regard lucide et exact que nous vous avons invité à nous rejoindre ce soir. Pour ce faire, donc, on a la joie d'accueillir deux intervenants que je vous présente rapidement. Tout d'abord, donc, le contre-amiral Christophe Pipolo. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes amiral expert en relations internationales, en particulier de la zone Indo-Pacifique. Vous avez notamment été attaché de défense au Japon et avez une parfaite connaissance des enjeux géopolitiques de la région. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche dans l'excellent cabinet de synthèse stratégique La Vigie, dirigé par Olivier Kempf. Et j'ajoute que vous êtes membre de plusieurs think tanks. D'abord, ce que on appelle le micro-think tank maritime Little Ocean. Et par ailleurs, que vous êtes le coordinateur d'un projet que vous allez lancer dans quelques semaines. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, qui s'appelle l'IAEMS Calypso, qui est un think tank dédié à la question maritime sur le versant Atlantique Nord et Manche, donc basé à Lorient, afin de faire monter en expertise la connaissance et les compétences sur les enjeux maritimes de cette zone-là. Merci beaucoup d'être avec nous ce Oui, soir et vous interviendrez et je descends après du Hugo grand Deline. mot. Après Hugo Deline, alors je vais me permettre de couper le son. Voilà. Vous interviendrez après Hugo Deline et avec vous, nous parlerons notamment du Japon. Notre second intervenant, mais donc je l'ai dit premier par ordre de passage, sera donc Hugues Delille. Les habitués de nos visioconférences géopolitiques vous connaissent, cher Hugues, mais je rappelle pour les autres que vous êtes vous aussi ancien officier de marine et que vous êtes depuis bientôt 4 ans, je l'ai dit, directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Vous vous intéressez aux enjeux géopolitiques maritimes globaux, mais plus particulièrement à ceux de la zone Indo-Pacifique et plus particulièrement encore à la géopolitique maritime duale, c'est-à-dire civile et militaire, de la Chine. Vos travaux ont trouvé leur aboutissement dans la publication de ce livre, que je montre également à l'écran, Géopolitique de la Chine, une nouvelle thalassocratie, livre publié donc au PUF, aux Presses universitaires de France,
l'automne dernier. De la Chine, nous allons naturellement en parler, mais intéressons-nous pour l'instant et pour commencer à la situation de la péninsule coréenne. Cher Hugues, je vous cède la parole pour 25-30 minutes environ pour nous initier à ce que vous avez appelé dans le titre de votre note la géopolitique compliquée de la péninsule coréenne. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Bon, bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran pour que nous puissions voir quelques cartes. Voilà. Voilà. Alors, attendez, j'y suis. Voilà. Bon, ben, écoutez, donc, je vais parler pendant 20 à 25 minutes et vous présenter les principales phases de développement de la Corée. D'abord, un petit rappel historique, petit rappel géographique, rappel historique, hein, puisque nous faisons de la géopolitique. Et ensuite, bien, nous verrons l'évolution de l'évolution difficile de ce pays, qui pourtant est un très beau pays que j'ai l'occasion de connaître par ces chantiers navals essentiellement. Voilà, donc sur cette carte, on peut voir les deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ici, la Chine, qui est, et au-dessus, la Russie, qui est le plus grand pays du monde, comme chacun sait. Alors d'abord, les mers d'Okhotsk, ici, qui est quasiment entièrement russe, la mer du Japon, qui est aussi appelée la mer de l'Est par les Coréens, l'océan Arctique au nord, évidemment, l'océan Indien, de l'autre côté du détroit de Malacca, comme nous allons voir, la mer de Chine, l'océan Pacifique, pardon, qui est en dehors de ce que j'ai appelé le carcan dans mon livre, c'est-à-dire tous ces pays qui ne sont pas alliés de la Chine et qui l'enferment dans une série d'îles, la première chaîne d'îles. Le détroit de Malacca, qui donc arrive, aboutit sur le détroit de Singapour et qui permet de rentrer en mer de Chine méridionale. Voici la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale. C'est la mer de Chine méridionale que la Chine essaye de prendre petit à petit par la méthode des petits pas. Et vous voyez sur cette carte les fonds. La bathymétrie n'est pas très favorable en mer de Chine orientale, et il est donc difficile d'y faire circuler des sous-marins. En revanche, dès que la couleur est plus intense, eh bien, c'est qu'il y a plus de fond et c'est donc un passage possible pour les sous-marins. Vous voyez que pour passer de mer de Chine méridionale à l'océan Pacifique, il y a un détroit ici, qui est le détroit de Bashi au sud de Taïwan, qui est un détroit extrêmement important. Donc, je vous rappelle, donc, Fédération de Russie, la Chine, et sur cette carte, qui est une projection de Mercator, donc, qui déforme différemment les, les données, voici à nouveau Taïwan ici la mer de Chine orientale et les deux Corées, avec le Japon qui est très proche des deux carrés et le fameux détroit de Tsushima dont nous allons dire quelques mots par la suite. Voilà, donc un petit peu d'histoire, mais vraiment très rapide. En 1236, l'invasion par les Mongols. En 1392, les Mongols sont refoulés par Yi, qui fonde la nouvelle dynastie à Séoul sous suzeraineté chinoise. Au XVIe siècle, il y a le pillage par les Japonais, qui sont finalement vaincus, et la Corée se replie et s'isole comme le Japon d'ailleurs. En 1866, c'est la première expédition française du contre-amiral Rose en représailles au massacre des chrétiens. En fait, la France intervient, elle est protectrice des chrétiens en Chine en particulier, et donc un petit peu partout en Asie. En 1871, c'est l'expédition américaine commandée par le contre-amiral John Rogers qui essaye de faire ce qu'avait fait le Commodore Perry en 1853 au Japon, mais avec un succès beaucoup moins vérifié. En 1879,
le pays est contraint d'ouvrir ses portes aux Japonais et aux Occidentaux. Hein, c'est la suite de la politique des ports ouverts qui a permis d'ouvrir 50 ports en Chine. Voilà. Alors, je vous rappelle quelque chose que je n'ai pas noté sur ces transparents, mais il y a eu une première guerre entre la Chine et la France entre 1884 et 1885. Et 10 ans plus tard, ça a été une guerre entre le Japon et la Chine. Euh, la Chine, dans les deux guerres, a été vaincue. Dans la première guerre avec la France voulait prendre Taïwan, c'est-à-dire Formose à l'époque, mais n'a pas réussi à le faire faute de moyens. Donc, les combats sur les mers ont toujours tourné à l'avantage des Français pour diverses raisons et surtout par un manque de préparation de la partie chinoise. Quand la Chine se retrouve face au Japon, le Japon est extrêmement occidentalisé. Ça fait pas très longtemps que le Commodore Perry est passé et qu'il a commencé à se moderniser. Je vous rappelle, 1853-1854. Et donc la guerre éclate en 1894. Deux grandes batailles navales, une à l'embouchure du Yalu, donc c'est le fleuve qui sépare la Corée de la Chine, et une autre à Weiwei, hein, euh, qui s'est terminée par la prise de, de la grande base chinoise par le Japon. Donc, il y a à ce moment-là, à la fin des opérations, le traité de Shimonoseki, pardon, qui met fin à la première guerre sino-japonaise qui amène à l'indépendance provisoire de la Corée. Donc, la Corée, qui était un pays qui est tributaire de la Chine, la Corée est donc indépendante provisoirement. Une autre guerre est remportée par le Japon un peu plus tard contre les Russes en 1904 et 1905. C'est important parce là, on retrouve la Chine, la Russie, hein, les deux grandes puissances de cette Asie Pacifique. La guerre russo-japonaise de 1904 à 1905 a été une défaite absolue pour la Russie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler du péril jaune. Hein, c'était à 1904, hein, globalement. Euh, soit sous forme géostratégique, soit sous forme littéraire, avec le livre du capitaine Dorit, hein, qui était le colonel Drian, comme certains d'entre vous doivent savoir. Voilà, donc cette guerre russo-japonaise a été un désastre absolu pour la Russie. La Russie a été écrasée à Port Arthur. Elle avait enfin réussi à voir, je montre où est Port Arthur. Port Arthur est ici. La Russie avait enfin réussi à atteindre les eaux chaudes et elle va perdre quelques années après, du fait de cette guerre, elle va perdre cet accès aux eaux chaudes. Et donc le premier port russe que l'on retrouve, c'est Vladivostok, qui est bloqué par la glace une partie de l'année. Donc, la Russie va céder la moitié de l'île de Sakhaline. Hein. Sakhaline, c'est l'île qui est tout à fait en haut ici. Euh, elle perd ses possessions en Mandchourie. Le Port Arthur et la presqu'île de Liaodong, c'est ce dont je vous parlais. Incidemment, c'est là que les Chinois construisent tous leurs sous-marins nucléaires. Euh, et la Russie va être obligée de reconnaître le protectorat du Japon sur la Corée. C'est donc que la Corée devient un protectorat. En 1910, la Corée va devenir une colonie japonaise et va être placée sous un joug particulièrement difficile à supporter, qui va entraîner de nombreuses révoltes qui ne vont pas cesser en fait la Corée contre le Japon. En 1910, c'est devenu une colonie japonaise, donc, ça va rester jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
En 1943, à la conférence du Caire, l'indépendance de la Corée a été décidée et elle se ferait en temps voulu. Ce qui voudrait dire pour Roosevelt, après 40 ans de protectorat, période réduite à 20-30 ans à Yalta en 1945. Donc le 8 août 1945, vous vous souvenez que l'URSS a déclaré la guerre au Japon in extremis. Elle a mené une campagne extrêmement violente et efficace face aux Japonais, hein. Ça n'a pas été une promenade de santé, mais les troupes soviétiques se sont très bien battues, et ce qui a permis à l'URSS d'envahir toute la Mandchourie et une bonne partie de la Corée. Donc, le 15 août 1945, la Corée est divisée en deux zones d'occupation qui sont administrées respectivement par l'Union soviétique au nord du 38e parallèle et par les États-Unis au sud. Bon, ce n'est pas la bonne carte, hein, vous voyez bien que mais c'était pour vous placer le 38e parallèle simplement pour voir où il était. Vous voyez que Séoul est au sud et pour ceux qui ont voyagé, il y a par ici l'aérodrome, l'aéroport d'Incheon et c'est là que va avoir lieu le débarquement dont nous allons parler tout à l'heure. Donc voilà, séparation entre les deux. Les Américains ne sont pas préparés du tout. Pour en avoir discuté un petit peu avec des officiers sud-coréens, et ils ont vécu ça de façon particulièrement amère parce que le joug japonais a perduré sur le sud et, euh, et ce ne sont pas des résistants qui ont été mis à la tête de Corée, mais quelqu'un qui venait directement des États-Unis d'Amérique, hein, euh, qui, qui avait fait des études là-bas, qui était un Sud-Coréen, hein, Syngman Rhee, mais qui n'était pas un franc démocrate. Donc il ne plaisait pas aux Américains, ce qui fait que les Américains n'ont rien fait pour développer une armée sérieuse, capable de combattre, alors que au nord, l'URSS a formé une véritable armée, la dotée de moyens mécanisés, de chars, d'avions, et une armée capable d'attaquer le Sud. Voilà. Donc, sur proposition de l'ONU en 1948, les Soviétiques se sont retirés et ils laissent donc le pays aux mains de Kim Il-sung, qui avait combattu dans les rangs de l'armée chinoise, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes se retirent donc en 1948, les Américains se retirent un an plus tard, mais laissent très peu de monde sur place. C'est 500 conseillers euh, et, euh, et 10 avions Mustang, donc des avions hélices, hein, anciens, de très beaux avions, mais dépassés déjà à l'époque, en tout cas beaucoup moins nombreux que ce qu'il y avait au nord. Il y avait à peu près 70 avions, hein, dans la Corée du Nord. Et puis surtout, ce sont des troupes qui ne sont pas entraînées du tout. En fait, les Américains sont en plein changement. En 1947, il faut se souvenir que c'est la grande refonte de l'organisation des armées américaines. Les armées américaines, les Américains veulent tirer bénéfice des dividendes de la paix, hein. C'était la première fois, je dirais. Non, non, ce n'est pas la première fois pour eux, mais en l'occurrence, là, ils voulaient vraiment aller très loin. Il y a eu une profonde réorganisation des forces américaines, des forces et surtout de la politique américaine, puisque c'est le moment où a été créé un ministère de la Défense. Avant, il y avait un ministère de la Marine, hein, un ministère de l'armée de terre. Euh, et donc là, il y a eu un profond changement. C'est la création de la CIA, il y a- et on met à la tête du ministère de la Défense quelqu'un qui vient de l'industrie et qui est persuadé que avec la bombe et en faisant de grands avions, c'est-à-dire le B-36 à l'époque, qui était fait par Convair, dont ce fameux ministre
avait été vice-président juste avant. On peut se poser des questions quelquefois sur les raisons des décisions politiques. Mais là, en l'occurrence, il avait décidé qu'avec la bombe atomique que les États-Unis étaient le seul à avoir et les DB-36 qui pouvaient voler presque jusqu'au bout du monde, eh bien, la guerre devenait impossible. On sait bien que c'est complètement faux. Et c'est le moment qu'on décidait. Donc, ce ministre voulait supprimer en grande partie l'armée de terre qui ne servait plus à rien. Il voulait supprimer la marine qui, elle non plus, ne servait plus à rien, ainsi que le corps des marines. C'est garder vraiment un embryon de force. L'armée de l'air avait fait sécession, si je puis dire. Elle ne faisait plus partie de l'armée de terre comme comme elle en avait fait partie pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'armée de l'air est devenue une armée complètement indépendante. Et c'était elle qui avait tous les honneurs. C'est le moment qu'ont décidé les Nord-Coréens pour attaquer, franchir le 48e parallèle et attaquer dans le sud, à la surprise totale des Américains qui ne s'y attendaient absolument pas, hein, comme je vous le disais. Tout était complètement désorganisé. Les troupes qui restaient étaient mal entraînées. Les Américains qui avaient 102 porte-avions à la fin de la guerre, hein, de porte-avions de toute taille, il leur en est resté plus que quelques-uns à ce moment-là, dont un seul dans le Pacifique Ouest à ce moment-là. En fait, il était même à Hong Kong à ce moment-là. Voilà, il y avait un porte-avions britannique aussi dans le coin. Et ces deux porte-avions ont participé au soutien des troupes sud-coréennes qui se battaient et qui souffraient, qui ont beaucoup souffert, mais qui reculaient, jusqu'au moment où elles se sont retrouvées tout à fait au sud de la péninsule, à Busan, le grand port, le très grand port sud-coréen. Euh, alors, faute d'avion, les troupes ne pouvaient pas être aidées, sauf, encore une fois, par les avions du porte-avions Valley-Forge, qui était l'USS Valley-Forge qui était là, euh, et puis un porte-avions moyen britannique aussi, qui était le Triomphe, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc une division de. Alors, en descendant vers Séoul, le théâtre des opérations était à portée des avions américains qui étaient tous basés au Japon, et ce qui a permis de maintenir une tête de pont, donc suffisamment longtemps pour que le général MacArthur, qui avait pris le commandement des troupes, il était à l'époque, il commandait actuellement euh, à ce moment-là, pardon, toute la partie japonaise. Là, il travaillait au renouveau politique du Japon. Donc le général MacArthur a eu une décision particulièrement intelligente en décidant d'attaquer à Incheon, de faire un débarquement avec les moyens que la marine a réussi à faire revenir. Incheon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est à côté de Séoul. Donc Incheon, c'est à peu près ici, hein. Et donc, il y a eu le débarquement d'Incheon qui a permis de couper les lignes de communication de l'armée nord-coréenne, qui a été obligée de refluer très rapidement vers le nord et d'être poursuivie par les forces de l'ONU. Alors, je vous rappelle que c'était l'ONU parce que ça aurait pu être, ça pouvait pas être, si ça aurait pu être l'OTAN qui existait déjà, mais en l'occurrence, c'était l'ONU parce que le vote qui avait décidé de mener la guerre à l'ONU a été fait en l'absence des Soviétiques qui avaient refusé d'assister à la réunion sous prétexte que la Chine, l'ONU ne reconnaissait pas la Chine de Mao, la Chine communiste, et simplement la République de Chine à ce moment-là. Donc, ce qui fait que c'est l'ONU, effectivement, qui est intervenue vers le nord. En fait, c'était que les troupes américaines qui étaient en tête et qui sont remontées tout à fait au nord, jusqu'ici, à proximité immédiate du Yalou.
ça n'a pas plu du tout aux Chinois de Mao, qui ont lancé une attaque avec plus de 500 000 hommes, attaque qui n'avait pas été perçue du tout par les Américains non plus, ils s'y attendaient absolument pas. Et il faisait un froid épouvantable, et donc ça a été un désastre. Les Américains ont été obligés de refluer vers le sud, avec heureusement l'appui des porte-avions, puisque c'est une presqu'île, hein, enfin une péninsule, et ce qui permettait aux porte-avions, il y en avait quelques-uns, quelques autres qui avaient pu rallier, qui pouvaient soutenir les forces terrestres. Donc voilà, c'est une période très dure. Pendant tout ce temps-là, les Américains ont bombardé à outrance, ensuite avec leurs bombardiers à grande rayon d'action, ils ont bombardé la Corée du Nord qui était totalement détruite, hein. Il y a eu un nombre de morts absolument épouvantable, sans compter qu'il y avait dans le sud aussi des forces communistes considérées comme terroristes, hein, puisqu'il y avait deux divisions sud-coréennes antiterroristes qui se battaient contre eux. Voilà, donc ça, vous imaginez que c'est une guerre qui a laissé un souvenir épouvantable aux Coréens, aussi bien du Nord que du Sud. Le... bon, voilà. Finalement, le, le front s'est rétabli toujours autour du 38e parallèle, hein. C'est assez, ça pourrait être surprenant. Et il n'y a pas eu de paix, puisque le 27 juillet 1953, après 2 ans de guerre de position, il y a eu signature d'un armistice entre les deux pays, qui sont donc techniquement toujours en état de guerre. Voilà, je passe un petit peu là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il est donc décidé de faire une ligne de démarcation militaire qui est établie sur terre avec une zone démilitarisée de 4 kilomètres de part et d'autre. Et vous voyez cette zone. Alors, ça a été très bien fait, mais vu que c'était mené probablement par des gens, par un général de l'armée de terre, effectivement, il n'a pas pensé qu'il fallait continuer en mer. Donc, il n'y a pas d'équivalent maritime de la ligne de démarcation qui a été établie sur terre. Alors, ce qui fait que le dit général, le commandant en chef des forces armées de l'ONU, a décidé de tracer en mer la North Limit Line, la NLL, et qui passait à équidistance à peu près, là vous la voyez ici, elle passait à équidistance entre les îles qui appartenaient à la Corée du Sud et ceux qui appartenaient à la Corée du Nord. Voilà, donc cette NLL, il a interdit à ses forces de la franchir. Alors, pour contourner la DMZ, puisqu'il n'y avait pas vraiment de paix, hein, la Corée du Nord recherchait la vengeance, il y a eu beaucoup d'opérations spéciales de sous-marins, et la Corée du Nord s'est fait une spécialité dans les mini-sous-marins, les midgets, hein, c'est-à-dire les sous-marins qui transportaient des commandos, ou alors simplement une ou deux torpilles. Donc 72 sous-marins avaient été faits. Pour la petite histoire, les sous-marins vietnamiens, les petits sous-marins vietnamiens et iraniens ont été fabriqués, ont été faits par la Corée du Nord. Donc ces sous-marins étaient chargés de débarquer des commandos de l'autre côté de la zone démilitarisée, et de faire du sabotage ou de faire tout ce que pouvaient faire les commandos à ce moment-là, en opération spéciale. Donc la majorité d'entre eux ont également des tubes lance-torpilles, hein, ça c'est pour les sous-marins. Et je vais revenir au Yunnan par la suite. Vous avez ici un certain nombre, j'ai marqué sur cette carte un certain nombre d'endroits où des sous-marins ont été récupérés, ont été détruits. Alors ça c'est très bien, mais combien ont réussi? Là on connaît seulement les attaques qui ont échoué. Donc, toutes les tentatives d'échouer dans des filtrations d'agents du nord au sud, eh bien, ça a commencé assez tôt, en 68, en tout
cas, c'est les premiers qu'on ait vus à ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a eu une série d'opérations, avec, ça a redoublé en 98, avec des gens qui allaient jusqu'au bout. Vous voyez, typiquement, un sous-marin qui s'était pris l'hélice dans des filets et qui était donc incapable de bouger pour ne pas être fait prisonnier. Eh bien, les 9 hommes qui étaient à bord sont suicidés. Donc, il y a eu d'autres opérations avec des GOFA, c'est-à-dire des bâtiments qui vont à des hors-bords qui vont à très forte vitesse, hein, pour pouvoir déjouer les patrouilles. Voilà, vous avez le 18 décembre 98 un sous-marin de poche coulé près de Yuzu, le corps d'un plongeur est retrouvé. Et puis c'est le moment où la Corée du Nord, qui n'avait pas dit grand-chose à propos de la Northern Limit Line, là, déclarée par le général américain après la fin de la guerre de Corée, eh bien là, ils disent non, nous, on n'est pas d'accord, et ils proposent pas, ils veulent imposer la Western Borderline que vous voyez là, qui entoure avec un tout petit chenal pour avoir accès aux 3 îles qui sont ici, et pareil, un petit chenal pour avoir accès aux 2 îles qui sont ici. Il est bien évident que c'est refusé par les Sud-Coréens, et du coup, ça entraîne des échanges de tirs réguliers. Et le pire ayant été l'attaque de la corvette Shonan. Là, vous avez la corvette, une photo, pardon. Hop là. Voilà, la corvette, la voici. Après qu'elle ait été torpillée, vous voyez elle est coupée en deux, carrément, hein. Elle a été coupée en deux par la torpille. Ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu 40 morts, hein, sur un équipage de 115 hommes. Voilà. Il n'a toujours pas été prouvé que c'était les Nord-Coréens, mais si ce n'était pas eux, qui aurait bien pu le faire? Voilà. Donc vous avez, ça c'était quand même ce qu'il y a eu de plus violent entre, entre les deux pays. Alors maintenant, parlons de la dynastie des Kim. Oui, parce que quand même, c'est encore une dynastie communiste. Ça paraît étonnant comme appellation, mais le premier Kim Il-sung, donc de 1912 à 1994, qui a occupé les fonctions de Premier ministre de 1948, donc dès que il est arrivé dans les fourgons de l'armée soviétique, à 1972. Et il était président de 1972 jusqu'à sa mort en 1994, mais il avait déjà officiellement désigné son successeur, qui était Kim Jong-il, son fils, dès 1980. Kim Jong-il, lui, va mourir d'une crise cardiaque en 2011, mais c'est lui qui est à l'origine du programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord. Il y a 2 essais qui ont été faits sous son autorité, donc un de 0,48 kilotonnes en 2006 et un de 7 kilotonnes en 2009. Son fils lui a succédé à son tour, c'est Kim Jong-un, l'actuel président. Je vous rappelle qu'il a fait ses études en Suisse, donc ce n'est pas un pur produit du régime communiste. Donc il a remplacé son père en 2011 et il poursuit activement le développement de sa puissance militaire. Lui a fait quatre essais d'armes nucléaires, un de 12 kilotonnes en 2013, un autre de 11 kilos en 2016, un troisième de 17,8 en 2016, et surtout le dernier qui serait une, thermonucléaire, pardon, c'est un essai de 120 kilotonnes le 3 septembre 2017. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Donc, a priori, ils savent faire cette bombe, et il n'y a pas trop de problèmes euh, pour être capable de la reproduire. En parallèle, ils développaient des lanceurs balistiques. Vous savez qu'on parle énormément de ces missiles. Bon, ils ont commencé par des missiles soviétiques au départ, et puis petit à petit, ils ont développé tout ce genre de choses. Et ça n'arrête pas il n'est pas de mois quasiment sans qu'il y ait des essais, et en particulier des essais tirés à bord de plateformes sous-marines. Donc, nous avons des lanceurs balistiques de longue portée à partir de la Terre et de sous-marins. Le 16 janvier 2024, le même Kim Jong-un a fait inscrire dans la Constitution
que la Corée du Sud est l'ennemi principal invariable de la Corée du Nord. Donc oui, c'est pas vieux, c'était il y a un peu plus d'un an. Voici ce qu'il a décidé. La dynastie des Kim va-t-elle s'éteindre à la mort de Kim Jong-un? Il semblerait que non, et ce serait sa fille qui aurait 11 ou 12 ans qui actuellement le suit systématiquement dans toutes euh, dans toutes les démonstrations d'armes et de toutes les démonstrations officielles. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un autre Kim qui serait une femme. Son nom est mal connu parce que la presse en parle très peu, donc il y a plusieurs possibilités. Face à ces armements nucléaires, la Corée du Sud s'est un peu inquiétée. Vous avez vu que l'essai thermonucléaire, c'était en 2017. Eh bien, en 2017, les Sud-Coréens ont demandé aux États-Unis de mettre en place un système THAAD en Corée du Sud, c'est-à-dire le système antimissile dont on entend parler actuellement avec l'Ukraine, avec les combats en Ukraine. Donc c'est quelque chose d'assez important. Vous voyez apparaître sur la carte ici à peu près la portée. Et donc vous voyez que face à des missiles qui viendraient du nord, il y aurait une possibilité de les intercepter. Donc tout irait bien tant que ça vient de la Terre. Oui, mais si ça venait de la mer, alors là, on contourne à nouveau les défenses antimissiles balistiques. Le 6 septembre 2023, il y a eu le lancement du sous-marin lanceur d'engins nord-coréen. Alors, c'est un sous-marin à propulsion classique, c'est un type Roméo, c'est-à-dire c'est un sous-marin qu'on voyait rarement dans les années 70 euh, en Union soviétique, pour la simple raison qu'ils étaient déjà remplacés par les sous-marins Foxtrot et par les premiers sous-marins nucléaires. Mais là, comme vous pouvez le voir là-dessus, c'est un type Roméo, c'est un sous-marin qui est pas, c'est un sous-marin classique, hein, sur lequel ils ont greffé une sorte de massif qui ressemble un petit peu au Golfe 2 pour ceux qui connaissent les sous-marins soviétiques, hein, c'est-à-dire ça permet d'avoir un missile plus long à l'intérieur que dans la simple coque qui elle-même fait que quelques mètres de diamètre. Donc voilà, vous avez ici de quoi mettre 5 missiles. Ça, c'était quelque chose qui a été présenté le 6 septembre 2023, donc assez récemment. Et le 10 mars 2025, c'était donc il y a 15 jours, hein, si je ne me trompe pas, ou à peu près, les Nord-Coréens ont annoncé la construction d'un SNLE et ont montré ces photos. Et là, vous voyez qu'on n'a plus du tout un diamètre de 6 7 mètres, hein, mais c'est plutôt un diamètre de 12 mètres. Et à ce moment-là, ça permettrait de rentrer, ou presque, les missiles de la classe Pugong-Sang 6 à carburant solide qui ont une portée intercontinentale. Voilà, alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On n'en sait que ce que la Corée du Nord veut bien nous dire. Donc, elle pourrait avoir reçu pour cela une aide technologique de la Russie. Vous savez que il y a un échange de fournitures d'armes conventionnelles et de troupes pour soutenir l'effort de guerre russe contre l'Ukraine. Est-ce que ça a été euh, payé ou échangé contre euh, le développement d'un réacteur nucléaire embarquable sur un sous-marin, contre des missiles, contre des têtes de rentrée dans l'atmosphère pour les armes nucléaires. Voilà, bon, ça on ne le sait pas, mais il y a certainement eu un échange, euh, vu l'aide très importante qu'ont fourni les Nord-Coréens aux, aux Russes. C'est la cuirasse c'est l'obus et la cuirasse, hein, c'est la forme, le- comment dire, la succession bien connue, hein, où l'éperon et la cuirasse. C'est-à-dire que les Sud-Coréens se sont lancés dans un programme de, de frégates emportant des missiles américains type Aegis
des SM-3, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à l'interception de missiles balistiques. Donc là, on voit que maintenant, les, les Nord-Coréens, les Sud-Coréens, pardon, veulent faire une protection antimissile basée à partir de la mer. Il y a trois de ces bateaux qui sont prévus. Le premier a été admis au service actif le 9 décembre 2024. Vous voyez que là encore, c'est très récent. Hein, c'était il y a 3 mois. Et c'est le Yeongjo le Grand. Alors, le grand ne se dit pas le grand en coréen, mais je vous avoue que je ne sais pas comment on le dit. Donc c'est le premier bâtiment d'une nouvelle classe de frégate équipée du système de combat Aegis. Donc les Américains ont donné l'Aegis. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir reçu. Les Japonais l'ont, les Espagnols en ont aussi. Voilà, c'est un système de radar à face plane, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est ici, et qui est extrêmement efficace. Ça doit être le SPY-6, si mes souvenirs sont bons, le premier datant des années 80. Voilà, il semblerait que ce soit plus efficace que le SAAD, donc une possibilité de protéger effectivement depuis la mer le- la, la Corée du Sud. Mais, encore une fois, après un bateau sud-coréen, eh bien, il y a un bateau nord-coréen qui est arrivé le 27 avril 2025, il y a 3 jours. Hein, c'est pas vieux du tout. C'est une nouvelle frégate lourdement armée, le Choyon. Hein, c'est la première fois que la Corée du Nord fait des bateaux aussi grands. Et vous, comme vous pouvez le voir, comme sur les FREMM par exemple, en France, hein, les frégates multimissions, ou, ou les Ticonderoga américains, il y a des lancements de missiles, des cellules de lancement verticales de missiles. Et il semblerait, d'après ce que disent les Nord-Coréens, que certains de ces missiles pourraient avoir des têtes nucléaires. Bon, c'est eux qui le disent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir 74 cellules, ce qui correspond quand même à un bateau très important. Et en tout cas, il en apporte plus que les FREMM françaises. Donc, vous voyez, cet armement est de plus en plus sophistiqué et on a l'impression qu'il y a une accélération permanente de part et d'autre. Alors, il y a d'autres problèmes. Là, vous voyez une carte avec les zones économiques exclusives de chaque pays de part et d'autre. Bon, il y a un problème ici entre la Corée et le Japon pour des petites îles qui s'appelle Dokdo. C'est tellement important pour les Sud-Coréens qui gardent qui sont très mécontents d'avoir été une colonie japonaise pendant laquelle ils ont été particulièrement maltraités. Entre autres, ils appellent toujours, ils rappellent toujours le problème des femmes de réconfort, c'est ces femmes qu'on obligeait à se prostituer pour l'armée nippone pendant la guerre et avant, et c'était des Coréennes pour la plupart. Donc, il y a toujours ce problème entre la Corée et le Japon. Donc, Corée ancienne colonie, Japon ancienne puissance coloniale, mais surtout, il semblerait que le Japon a été particulièrement dur sur les populations coréennes, alors qu'il l'était beaucoup moins à Taïwan. On va pouvoir discuter avec des officiels taïwanais. Eux gardent plutôt un bon souvenir de la présence japonaise qui leur a permis de se développer alors qu'ils étaient dans... Oui, enfin, ils avaient besoin de se développer à ce moment-là. Donc, que voit-on sur la carte qui est en dessous? On voit les limites des deux zones économiques exclusives de 200 nautiques, c'est-à-dire celle des Corées est ici, donc à proximité immédiate de la, de la côte chinoise, et celle de la Chine est ici. Donc il y a une zone entre les deux normalement, il devrait y avoir un accord pour que ce soit partagé en deux. Le seul accord qu'il y ait, c'était
la création d'une zone de mesure provisoire pour par un accord bilatéral entre la Corée du Sud et la Chine qui a été fait en 2001. Cela dit, cet accord est violé en permanence, hein, puisque les Chinois essayent d'envoyer des pêcheurs et ils sont en train de construire un certain nombre de structures métalliques, chose qui est strictement interdite par l'accord. Comment peut-on l'expliquer? Eh bien, il y a une raison simple, c'est que ici, vous avez le port de construction de tous les sous-marins nucléaires et les zones d'essai sont en mer Jaune et en partie dans le golfe de Bohai. Mais il y a aussi les questions de pêche, hein. Je vous rappelle que le pêcheur, le Chinois moyen mange 2 fois plus de poissons que l'humain moyen sur la Terre. Voilà, donc il y a des problèmes qui sont très difficiles, qui sont gérés essentiellement par les gardes-côtes, mais un certain nombre de gardes-côtes ont été poignardés par des pêcheurs chinois, donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Donc on peut quand même constater, c'est que les Chinois appliquent leur politique du pas à pas, c'est-à-dire petit à petit venir, envahir et puis s'installer. Et donc là, ils s'installent déjà avec les structures métalliques qu'ils ont faites. Autre problème, vous voyez ici, c'est les ZADIS. Là, quand en 2013, la Chine a créé une ADIS, une zone de défense aérienne, et il y a un chevauchement avec celle de la Corée du Sud qui est ici, et un très gros chevauchement avec celle du Japon qui est ici. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et je vais terminer après ces 2 dernières vues. Ce que l'on peut observer ici, d'abord, c'est qu'il y a une quasi-continuité côtière des 3 autocraties nucléaires. Vous partez de la frontière vietnamienne, ici, à côté de Hainan, de l'île de Hainan. Vous longez vous êtes en mer de Chine méridionale. Vous voyez qu'ici, il faut simplement passer de l'autre côté. Mais si on considère que la Corée du Sud est une île géopolitique, donc on peut considérer qu'il y a continuité côtière. Et cette continuité côtière, eh bien, elle passe le détroit de Bering et elle va jusqu'à la frontière, jusqu'à euh, jusqu'à la frontière norvégienne, très loin au nord, ce qui permet d'avoir cet accès à, à l'Arctique qui est extrêmement importante, tant par les Russes, hein, puisque ça va enfin permettre de désenclaver les Russes. S'ils n'ont jamais été capables d'aller aux mers chaudes, ce sont les mers chaudes qui viennent à eux, avec le réchauffement climatique. Et puis, vous avez les Chinois qui sont extrêmement présents ici. Ils ont déjà 5 brises-glaces, alors que nulle part le long de leur côte, ils n'en ont besoin. Regardons les liens stratégiques entre les différents pays. Donc là, vous voyez, là, vous avez donc ce triangle. Vous avez un seul, euh, un seul traité d'alliance fort. C'est celui qui a été signé en 2024, donc récemment, entre la Russie et les RPDC, avec une clause d'assistance militaire automatique en cas d'attaque. Ça, c'est quelque chose de très important. L'alliance entre la Russie et la Chine, il n'y a pas vraiment d'alliance, ce sont des partenariats. Les Chinois n'aiment pas les alliances, ils ne veulent pas être contraints d'agir. Donc les Chinois font des partenariats dans un certain nombre de domaines, mais jamais d'alliance contraignante. Et vous avez une alliance restreinte qui est pour la Corée du Nord, hein, avec la Chine, c'est-à-dire la Chine. Euh, le, la seule chose qui reste entre la Chine et la Corée du Nord, c'est que s'il y a un débarquement, une attaque de la Corée du Nord par les États-Unis et la Corée du Sud, la Chine viendra soutenir la Corée du Nord. Voilà, donc ce sont globalement les 3 grandes alliances. Maintenant, si je rajoute, pour parler du grand jeu entre les États-Unis et la Chine, je rajoute donc les États-Unis et leurs alliés. Alors j'ai mis un point d'interrogation après les États-Unis d'Amérique parce qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien
ce qui va se passer avec le changement avec M. Trump. Hein. On sait qu'il n'y a que 28 000 soldats américains en, en République de Corée, donc en Corée du Sud. Ces, ces, ces soldats américains sont en nombre largement insuffisant pour contrer une attaque nord-coréenne éventuelle. Donc ça pose effectivement un problème. Euh, Vous avez des problèmes de relations entre le Japon et la Corée, je vous en ai déjà parlé, et ces échanges perdurent, même si en 2023, le président Biden avait essayé de les rapprocher. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été décidées à trois, mais l'arrivée du président Trump, qui déteste tout ce qu'a fait M. Biden, risque d'amener à un changement aussi de ce côté-là. Bon, vous voyez qu'il y a j'ai aussi marqué une alliance avec une alliance, pardon, un partenariat là encore avec Taïwan, puisque depuis 1979, les États-Unis fournissent simplement des moyens de défense à Taïwan. Rien ne dit qu'ils se battraient pour Taïwan et probablement, c'était pas certain avec M. Biden, mais avec M. Trump, il est à peu près certain que ça ne se ferait pas. Là, il y a des alliances, une alliance ici qui est importante avec les Philippines, mais les Philippines, c'est un petit pays extrêmement pauvre et qui n'a pas grand-chose pour le moment. Les Américains se sont installés. Le dernier accord qui a été signé, c'est 2023, c'est le DCA, c'est l'Enhanced Defense Cooperation Agreement, avec les Américains pouvant aller dans 9 bases aux Philippines. Il faudrait que ce soit les Américains qui se battent. C'est à peu près tout ce qu'on peut vouloir. Bon, j'ai mis les différentes dates. 1960, c'est un accord important avec le Japon. Là aussi, M. Gaiden n'est pas tout à fait d'accord. Donc, nous verrons. Et donc, voilà. Quelles seront les conséquences de l'arrivée du président Trump, de son soutien diplomatique à la Russie et de son offensive économique contre la Chine? Et les Corées, alors oui, j'insiste là-dessus quand même, les Corées sont des fournisseurs massifs d'armement et d'hommes, donc ça, c'est vers la Russie. Mais je mets aux parties prenantes à la guerre en Ukraine. Je vous rappelle que la Corée du Sud est un très gros fournisseur d'armement, à la Pologne en particulier. Hein, donc c'est quelque chose d'important. Autre chose, la flotte américaine qui est actuellement de 266 bâtiments de combat, dans mon souvenir, à quelques bâtiments près, ça doit être ça, est très en dessous des 300, je crois que c'est plus de 360, non, que dis-je, c'est au-delà de ça, oui. Les Chinois en ont beaucoup plus, hein, je n'ai plus les chiffres en tête. Les Chinois en ont beaucoup plus et les Américains ont besoin de bâtiments de guerre. Ils ont les moyens. Le président Trump essaye de lancer une refonte de tout ça, mais les chantiers navals sont totalement incapables de, de construire plus de bâtiments de combat, enfin tous les bâtiments de combat dont aurait besoin la marine américaine, l'US Navy. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Coréens du Sud disent, nous savons, nous sommes un des premiers, un des plus importants constructeurs de bâtiments dans le monde. On sait aussi faire des bâtiments Aegis, la preuve, c'est qu'on vient d'en sortir un. Donc, venez chez nous. Il y a deux sénateurs qui ont proposé effectivement un projet de loi autorisant à faire fabriquer des bâtiments pour l'US Navy ailleurs qu'aux États-Unis. Voilà, tout est dans les mains du président Trump actuellement. Et j'en ai terminé ici. Une chose quand même que je vous montre, là c'est un petit récapitulatif des principales alliances croisées dans l'Indo-Pacifique entre les Occidentaux, dirais-je, entre guillemets, et leurs alliés. Et bien là-dessus, on ne voit jamais la place de la Corée du Sud. Il y a le Japon, qui fait partie du Quad, quand même quelque chose d'extrêmement important, du JARA, mais vous ne trouvez jamais la Corée du Sud. Et là, j'espère que mon camarade Pipolo va pouvoir me contredire. Voilà, j'en ai terminé.
Merci, merci cher Hugues pour cet exposé très complet. Je vais vous demander, ouais, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer votre écran. Nous allons nous tourner vers Christophe Pipolo. Effectivement, alors peut-être pour répondre très librement ou poursuivre très librement ce que Hugues nous a exposé. Une question néanmoins, je l'ai dit en commençant, vous connaissez bien le Japon, vous y avez été attaché de défense. Évidemment, le Japon a été évoqué, mais pas forcément comme un acteur central. Ce serait peut-être intéressant de commencer peut-être par là, si vous voulez bien. Après, vous répondez comme vous voulez, évidemment. Comment le Japon voit-il se mettre en place ce mécanisme, notamment cette montée, enfin oui, cette course aux armements qu'on voit sur la péninsule coréenne que Hugh a bien montré. Quelle est aujourd'hui la vision japonaise et aussi dans son rapport avec l'Amérique de Donald Trump? S'il vous plaît, amiral. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Merci à Hugues pour cette présentation. Avant de répondre à votre question sur la course aux armements, dans la péninsule coréenne, j'aimerais juste préciser deux, trois petites choses qui ressortent de l'exposé de Hugues et qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, il n'y a pas de traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après la guerre de Corée. Donc on est dans un armistice, il n'y a pas de traité de paix. Les tentatives de Donald Trump pendant son premier mandat de discuter avec Kim Jong-un ont fait pchit. Et donc on est dans une situation qui était pas satisfaisante lors du premier mandat de Trump et qui devient inquiétante avec les derniers développements technologiques et militaires que vient de décrire Hugues, que ce soit pour les moyens balistiques, que ce soit pour les moyens nucléaires, que ce soit pour les bateaux, enfin pour tout ça. Donc il n'y a pas de traité de paix. Et comme l'a dit Hugues, l'UNC a été saisie. Donc bien sûr, c'était une décision de l'ONU qui était liée à un opportunisme politique, mais il faut savoir que dans les bataillons de l'ONU qui sont intervenus en Corée, pendant la guerre de Corée, il y avait le bataillon Montclar, le bataillon français, et que les Français sont impliqués, même de façon modérée, parce qu'il y avait la guerre d'Indochine enfin, en même temps, mais la France est signataire des accords de l'UNC, elle a participé à l'UNC, et à ce titre, s'il n'y a pas de traité de paix, et bien si la situation se dégrade, les Français, les Européens qui font partie de l'UNC, dont les Anglais et d'autres, seront concernés. Donc, ce qui a été traité longtemps comme une séquelle de la guerre froide, quelque chose qui avait une priorité diplomatique différente, à la lumière des derniers rebondissements qu'a décrit Hugues, à la lumière des premières tentatives de règlement du conflit de Trump, à la lumière de ces agissements aujourd'hui en direction d'un isolationnisme et d'un basculement vers l'Indo-Pacifique, on peut se demander ce qui se passerait et quelle serait l'action des Européens et comment ça nous concernerait, nous, Français. Il n'y a pas de traité de paix donc, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et il n'y a pas de traité de paix entre la Russie et le Japon. Comme l'a dit Hugues, la Russie a attaqué le Japon le 18 août, ou a déclaré la guerre au Japon le 8 août. Le Japon a capitulé le 2 septembre et 1945, et dans cette période-là, ils ont saisi les îles Sakhalines, Kouril du Nord, et y compris les Kouril du Sud. Et aujourd'hui, il y a un différend entre la Russie et le Japon que le Premier ministre Abe avait tenté de régler avec son ami Vladimir Poutine. Et après une dizaine d'années de négociations que je pourrais qualifier à titre personnel d'insincères, y a toujours rien de réglé sur les territoires du Nord appelés par les Japonais et les Koréens du Sud. Donc il n'y a pas de traité de paix Corée du Nord, Corée du Sud, il n'y a pas de traité de paix Russie-Japon. Il y a des différends qui émanent de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Hugues a parlé des îles d'Okdo, Takeshima, connues au Japon sous ce nom-là. En France, on parle du rocher Liancourt, hein, qui est le bateau qui a découvert le rocher. Quand on veut prendre parti ni pour l'un ou pour l'autre, on entend parler également du rocher Liancourt. Et toutes ces choses-là remontent à cette période un peu particulière de la colonisation japonaise en Corée, d'une part, et de la colonisation japonaise en Chine également, et des agissements, je dirais, des gouvernements après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si je rajoute un élément de perspective complémentaire, je dirais que
il y a cette affaire du temple de Yasukuni, qui est donc une fondation privée, dont le temple est géré par un grand prêtre, et qui honore depuis l'empereur Meiji la mémoire de toutes les victimes de guerre japonais depuis la création de l'empereur Meiji. Donc il y a cette, je dirais, controverse très, très prégnante, en tout cas dans le domaine politique, de la mise dans le temple au sens spirituel des choses en 1978 de la mémoire des criminels de guerre classe A qui ont été jugés au procès de Tokyo et qui a été saisie sur le plan politique par la Chine et par la Corée comme étant un marqueur du nationalisme japonais et de l'honneur qu'il rend aux criminels de guerre qui ont été jugés coupables. Bon, donc là-dessus, je dirais, il y a, suivant qu'on est japonais, qu'on est chinois, qu'on est coréen, il y a des perceptions différentes. Il y a, je dirais, d'un côté japonais, une légitimation à avoir un endroit de mémoire où toutes les victimes de guerre sont honorées. Puis il y a ceux qui disent, bah, on n'aurait pas dû mettre honorer les criminels de guerre classe A, ça a été fait. Bon, et donc aujourd'hui, c'est un abcès, puisque les Chinois ne se manquent pas de critiquer les Japonais, les Coréens non plus. Et les Coréens ont en plus là-dessus, je dirais, tout un tas de raisons qui relèvent à ce que Yves a évoqué, qui sont à la fois l'exploitation des femmes de réconfort et puis le travail forcé des Coréens employés dans les boîtes japonaises qui étaient déployées en Corée pendant l'occupation. Tout ça a fait l'objet d'un jeu, je dirais, d'excuses qui ont été prononcées par les Japonais à différentes reprises, sous différentes formes. Ces excuses ont été, suivant les positions politiques en Corée, en péninsule de Corée, en Corée du Sud, jugées comme insincères ou insuffisantes, et à chaque alternance, le problème n'est pas réglé. Et donc, il y a, je dirais, à la fois une animosité politique entre les deux démocraties d'aujourd'hui, qui s'appuie sur un fondement ancien et qui n'est pas réglé. Donc, de temps en temps, enfin, on a affaire à des mesures qui sont quelquefois pragmatiques, jugées insincères, et je dirais que les célébrations régulières au temple Yasukuni de la mémoire de toutes les victimes de guerre par le Premier ministre japonais sont des éléments qui sont utilisés à des fins politiques, bon, qu'on peut discuter, sur l'ambivalence entre les excuses qui sont formulées d'un côté et la sincérité de ces excuses qui est mise en défaut par ce qui est présenté comme un honneur aux criminels de guerre qui sont responsables de ce qui s'est passé. Donc tout ça pour dire que la situation est compliquée, qu'elle n'a pas évolué beaucoup en près de 80 ans, mais voilà, c'est des éléments qui sont présents et sur lesquels il faut trouver des solutions pragmatiques. Alors, ces solutions pragmatiques, elles ont été abordées parce que les menaces et les périls dans les péninsules coréennes n'ont cessé d'augmenter. Et les alliés principaux des États-Unis, la Corée du Sud d'un côté, le Japon de l'autre, eh bien, sont sollicités, sont exposés au même risque. Alors, pour revenir à votre question, comment est vue la course aux armements en péninsule de Corée? Moi, j'étais au Japon dans la période 2014-2019. En 2017, Kim Jong-un a battu un premier record de nombre de missiles envoyés dans l'atmosphère et qui sont passés au-dessus du Japon, qui sont atterris d'un côté, de l'autre, dans les ZEE et tout ça. Et à chaque fois qu'il y a un missile qui est envoyé de la péninsule de Corée, c'est l'alerte au Japon, tout le monde est au bunker, et procédure de sécurité, ça déclenche tout un tas de réactions sur la protection du Japon, la défense antimissile, et d'où l'explication, je dirais, de l'équipement des Japonais dans une couverture antimissile par navire Aegis. Ils avaient même envisagé, dans la période 2017-2020, de s'équiper d'un système qui équipe aujourd'hui les forces armées coréennes, qui est le système THAAD, de défense antimissile à partir de l'Aegis Ashore, donc basé à terre. Et puis, finalement, il y a eu des difficultés technologiques dans la mise au point, dans la retombée des missiles une fois qu'ils étaient tirés. Et donc, finalement, ce qui a été décidé, c'est de renforcer la capacité Aegis dans les capacités plus modernes avec les États-Unis. Et dans le cadre de relations bilatérales et des accords de défense et de sécurité, tous ces aspects ont été développés. Donc, je dirais que, d'une certaine façon, pour se protéger des missiles nord-coréens, il faut une forte coopération entre les États-Unis d'un côté, les Japonais de l'autre et les Coréens. Et puis, bah, il y a toujours des divergences politiques qui font que, suivant les tensions, par moment, eh bien, je crois que c'est le gouvernement de Moon qui avait dénoncé
les accords de coopération en matière d'échange de renseignements avec les Japonais. Donc c'est assez compliqué d'assurer un système de défense antimissile cohérent quand vous ne pouvez pas envoyer ou partager des informations de sécurité sur des données qui partent avec des délais de réaction qui sont très très courts. Donc ça, c'était la période, je dirais, aux alentours de 2017, 2018, 2019. L'année dernière, en 2024, Kim Jong-un a battu encore tous les records. Non seulement il a fourni un nombre d'obus considérable à Vladimir Poutine et envoyé des soldats dans la péninsule, en Ukraine, mais en plus, il a battu tous les records en matière de prolifération. Alors, tout le monde s'attend à un tir, à un prochain essai nucléaire, okay, qui pourra encore marquer une avancée. Les développements en matière de sous-marins, c'est une chose. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que comme il n'y a pas de traité de paix, les Coréens, comme l'a expliqué Hugues, sont engagés dans des opérations spéciales et puis qu'il y a eu dans les années 60-70 des opérations spéciales qui ont consisté à envoyer des forces spéciales pour kidnapper des Japonais et que certains enlevés ont été ramenés de force en Corée et que tout ça fait l'objet de discussions entre le Japon et la Corée du Nord pour tenter d'obtenir, je dirais, des informations, des preuves de vie, un retour des enlevés et que tout ça n'est toujours pas réglé. Donc, juste pour synthétiser, depuis 1945, les traités de paix qu'on pouvait espérer n'existent pas, en tout cas, et après la guerre de Corée non plus. La situation qui était gérée sous contrôle des conflits, on va dire, considérés comme gelés, se sont dégelés. Les missiles circulent un peu partout. La Corée et la Corée du Nord est revenue un peu plus proche de Pékin qui se sert de ce moyen de pression pour faire passer ses messages politiques. Et la Russie s'est rapprochée de la Corée du Nord pour faire pareil. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la situation est explosive et en plus, je dirais, les incertitudes posées par Trump viennent semer les interrogations, pour le dire, et l'inquiétude, parce que quand il impose des droits de douane considérables et qu'il demande aux Japonais, je vous avais dit que je vous ferais payer plus pour les forces stationnées, et qui dit la même chose aux Coréens, dans la situation économique actuelle, c'est très compliqué. Quand le garant de la sécurité de la péninsule et du Japon commence à faire monter les prix, commence à indiquer qu'il peut éventuellement, vis-à-vis de l'Ukraine, changer de posture, à montrer qu'il pouvait discuter avec la Corée du Nord sans forcément montrer, je dirais, une fermeté dans la durée, c'est compliqué pour eux. Donc aujourd'hui, les Japonais sont inquiets, mais ils ont eu la visite de Trump, et en tout cas, enfin, si ce n'est de Trump, du ministre de la Défense. Il faut voir quand même qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que bon, tout le monde se souvient de Barack Obama se rendant à Hiroshima et je dirais adressant toute sa compassion aux victimes des bombardements nucléaires. Tout le monde se souvient de Shinzo Abe allant à Hawaï, à Pearl Harbor, pour honorer la mémoire des marins américains qui sont morts pendant l'attaque de Pearl Harbor. Et bien là, vous aviez un ministre de la Défense, un secrétaire à la Défense américain qui était à Iwo Jima au moment des 80 ans de la bataille d'Iwo Jima. C'est la première fois qu'un ministre des armées américaines était reçu sur la bataille d'Iwo Jima. Alors, il faut savoir que Iwo Jima, pour les Américains, le sable des plages d'Iwo Jima est une serre sacrée. La bataille d'Iwo Jima, je dirais, en quelques mois, c'est 20 000 Japonais, 10 000 Américains sur un territoire qui doit faire moins de 10 km². C'est une bataille des plus sanglantes de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Japonais ont reçu le secrétaire d'État de la Défense américain à cet endroit-là. Ils essayaient de montrer que, ben, voilà, il s'était passé quelque chose, mais qu'ils étaient amis. Mais les Japonais s'attendent à des coupes, je dirais, à des pressions budgétaires fortes de la part des Américains, mais ils ont un contact avec eux. Le problème des Coréens, il est encore pire, des Sud-Coréens, c'est que les Américains ne sont pas allés aux États-Unis.
C'est-à-dire que, pour cause, la situation ne sera pas réglée tant qu'il n'y aura pas un nouveau président élu. Je dirais la destitution du président précédent a semé une perturbation, mais les Coréens sont inquiets aussi parce qu'ils ne savent pas comment leur allié va se comporter et puis comment il va faire fonctionner des alliances. Si je passe en revue très rapidement la période de Joe Biden, Biden a eu un soin très attentionné pour renforcer ses alliances. Les accords de Camp David de 2023 entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis étaient là très clairement pour faire, je dirais, passer un message d'une nécessaire coopération opérationnelle objective pour faire face aux dangers. Alors, le président Yeol coréen pour pouvoir faire passer ça, à accepter le principe de ne pas demander d'excuses supplémentaires aux Japonais pour je dirais les conflits mémoriels dont on a parlé, ce qui a commencé à faire monter son impopularité en Corée du Sud. Et donc on voit très bien que ce sujet qui, vu d'Europe, peut être considéré comme annexe, enfin avec toutes les précautions d'usage que peut revenir ce terme, c'est quelque chose de très présent en Corée et c'est un outil d'une sensibilité politique extrêmement forte. Donc il faut être capable à la fois de gérer des questions mémorielles qui remontent à 80 ans, donc on peut avoir le sentiment qu'elles conduisent à une certaine fatigue du côté du Japon qui n'arrête pas de s'excuser, mais à qui on dit vos excuses sont insincères, prouvez-nous que vous le faites et donnez-nous tout ça. Et de l'autre côté, il y a des vraies questions de sécurité qui se posent, il faut les régler. Et la défiance qu'il y avait entre ses partenaires asiatiques et premiers alliés des Américains en Asie-Pacifique, cette défiance, elle est, je dirais, aujourd'hui, elle se tourne vers les Américains en ne sachant pas trop bien comment Trump va se comporter au regard des 100 premiers jours de son mandat qui sèment l'expectative. Quand on voit les déclarations de Trump sur l'OTAN et les alliances, je pense que les Japonais peuvent s'interroger, et les Coréens aussi, sur la solidité des alliances que Hugues a présentées. Bon, sur ce dernier point des alliances, il faut quand même différencier deux choses. Il y a d'abord le Five Eyes, qui est un accord de sécurité pour les échanges de renseignements. C'est quelque chose qui réunit les pays anglo-saxons. C'est l'objet, c'est l'équivalent d'un traité. Bon, on peut se poser la question, quand on voit la personnalité qui a été désignée comme directeur national du renseignement aux États-Unis, quand on voit les problèmes de classification de l'information que diffuse dans la presse ouverte le secrétaire à la Défense américain, on peut s'inquiéter sur la solidité du lien de sécurité, de l'accord de sécurité des Five Eyes. Donc ça, voilà. Mais ça, pour l'instant, ça concerne les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Anglais. Et voilà. Donc les Japonais ne sont pas encore dedans. Ils sont peut-être associés, ils seraient intéressés, mais il faut qu'ils règlent tout un tas de problèmes de sécurité interne, puisque le Japon ayant été démilitarisé, il n'y a plus de secret au Japon. Il n'y avait plus de secret. Après la guerre, on a fait disparaître le secret. C'est-à-dire qu'en gros, on a rendu les militaires et le pouvoir militariste japonais totalitaire responsable de ce qui s'est passé. On a considéré qu'il avait menti au peuple et que donc tout ça, c'était des secrets, que les secrets, c'était pas bien. Donc après-guerre, il n'y avait plus de secrets au Japon. Donc refabriquer une capacité à disposer de secrets, c'est quelque chose qui est très présent et qui nécessite encore des actions au Japon et qui ne leur permet pas de rentrer dans le Five Eyes. Christophe, vous parlez concrètement de services secrets? Non, de services de renseignement, d'échange Oui. d'informations secrètes. Ouais, d'accord, ok. OK. C'est-à-dire que pour que vous puissiez échanger du renseignement, comme la France peut échanger du renseignement entre ses différents pays, il faut des accords. Hein. Bon, et vous ne pouvez pas avoir d'accord si la base démocratique, enfin constitutionnelle ou administrative réglementaire ne permet pas de les garantir. Hein. Ok. Par exemple, quand bon, les Japonais se sont engagés dans un certain nombre d'actions de maintien de la paix. Donc, ils ne sont pas dans les opérations dures, ils sont dans des opérations de maintien de la paix. Ils se sont engagés au Sud-Soudan, dans le cadre de l'ONU, pour aider au règlement des affaires. Bon, quand les Japonais se déploient, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et que personne ne tire. Si le cessez-le-feu est rompu, alors là, il y a risque pour les soldats japonais, et là, du coup, c'est plus du tout la même chose. Or, c'est ce qui s'est passé
donc 2017 ou 2018, ou 2016-2017, quand les rebelles ont commencé à se tirer dessus et que les pélos passaient au-dessus du quartier général japonais. Donc le Premier ministre japonais a dit, attendez, ça risque rien du tout, ne vous inquiétez pas, on va gérer. Puis en plus, c'était la posture internationale du Japon, c'était au moment où Abe avait les 2 tiers des sièges à la Chambre basse et à la Chambre haute, et qu'il envisageait, après la modification des lois sur la sécurité nationale, de changer la constitution et de rendre constitutionnelles les forces armées japonaises. Donc, il n'était pas question pour lui de retirer à ce moment-là, parce qu'il y avait quelques pélos qui passaient, ses forces. Maintenant, s'il y avait eu un mort japonais, je peux vous assurer que le gouvernement serait tombé. Donc, il a eu une posture, je dirais, assez ferme et responsable, suivant l'angle sur lequel on se place. Mais dès lors, il y a eu un journaliste qui a posé une question au quartier général, en disant dites-nous ce qui s'est passé. Et en vertu de l'absence de secret, les militaires sont obligés de répondre. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, ce qui était dit et ce qui était fait n'était pas aussi de la même façon. Et donc, du coup, 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, les forces japonaises ont été rapatriées. Okay, donc, tout ça pour dire que pour aller dans le sens du renforcement de la sécurité et des accords de sécurité du Japon, il y a encore un petit peu de travail. Il est rentré dans le Five Eyes avec toutes les incertitudes que fait peser Trump sur la nature des secrets qu'il est prêt à partager avec ses alliés. Bon, il va falloir un petit peu de temps. Le reste, après, le Quad, c'est pas la même chose. Le Quad, c'est une alliance de sécurité. Enfin, c'est un format de sécurité, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'accord là-dedans. Parce qu'il y a les Indiens et qu'il y a les Japonais et qu'eux, ils ne sont pas du tout dans ce genre d'accord-là. En revanche, c'est quelque chose qui permet de se coordonner de façon un peu plus politique et un peu plus thématique sur des enjeux tels que, oui, la Corée, oui, les questions de cybersécurité, la sécurité des espaces maritimes et toutes ces choses-là. Donc, qu'après, l'Australie qui se présente comme le premier partenaire du Japon réciproquement, et des accords particuliers dans lesquels on se renforce. Mais je voulais simplement dire que la nature des alliances qui sont présentées sont tout à fait différentes. Je dirais, il y a l'alliance, il y a la relation bilatérale US-Corée du Sud, US-Japon, il y a la trilatérale qui a été actée par la rencontre de Camp David de 2023. Il y a une autre alliance qui s'étend également aux Philippines. Quand on voit l'engagement des Philippines face, je dirais, aux agissements chinois, notamment en mer de Chine du Sud, la Philippine n'ont pu prendre cette posture-là que parce elles sont soutenues par le Japon. Okay, parce que les problèmes mémoriels sont beaucoup moins grands, comme le disait Hugues, non seulement avec Taïwan, mais avec les Philippines, et parce que les Philippines sont soutenues par les Américains. Si Trump se retire ou si il décide d'accorder comme agissent les grands décideurs autocrates du moment des sphères de prospérité aux uns et aux autres, il y a des gens qui vont se trouver très très mal, notamment aux Philippines et à Taïwan. Donc voilà, donc les Japonais sont sans doute plongés dans un tas d'interrogations, ce qui légitime, je dirais, l'ouverture de leur partenariat stratégique à des acteurs qui vont au-delà de la sphère américaine pure, et donc l'Europe. Et dans l'Europe, il y a les Anglais, enfin l'Europe au niveau du continent, mais il y a les Anglais qui sont plus dans l'UE, mais qui sont en Europe, et il y a la France parce qu'on a un partenariat stratégique. Donc les Japonais vont avoir cette tendance à se tourner vers davantage d'acteurs susceptibles de donner des garanties de sécurité. Qu'en sera-t-il pour les Coréens? Ça, c'est une bonne question, puisque là, pour le coup, la diplomatie coréenne était beaucoup moins avancée, beaucoup moins fournie que ne pourrait l'être la diplomatie japonaise. Dans un deuxième temps, quels seront les partenaires que choisiront les Coréens? Comment ils les choisiront? Est-ce qu'ils le feront? Et tout ça dépendra de ces premiers contacts qu'ils auront avec Trump, que Trump s'est bien gardé d'avoir avec eux jusqu'à présent. Et ça fait monter la pression, ça fait monter les enchères, et ça accroît l'incertitude et donc le sentiment d'insécurité. Voilà. Donc, c'est ma réponse à votre question. Il peut y avoir d'autres volets que j'ai oubliés. Il y a juste un truc que je voudrais rajouter. Quand la guerre de Corée se déclenche en 1950, le Japon n'est pas souverain sur son territoire.
il est occupé par les États-Unis. Parce que le Japon ne retrouvera l'intégrité et la souveraineté territoriale par le traité de San Francisco de 51 qu'à partir du 28 avril 52. Donc, ça veut dire que la guerre de Corée a été conduite depuis le Japon, territoire américain, entre guillemets, et toute la base logistique des opérations en Corée était conduite depuis le Japon. La guerre se termine en 53, le Japon retrouve son autonomie sur son territoire en 52, il doit être admis à l'ONU en 54. S'il se passe quelque chose en Corée aujourd'hui, la logistique, elle sera toujours depuis le Japon, mais à partir d'un poste de commandement arrière du commandement de l'UNC qui se trouve à Séoul et qui se trouve à Yokota sur la base américaine. Ce qui veut dire si jamais il se passe quelque chose en Corée, tout ce qui va rentrer en Corée, où toutes les opérations logistiques en soutien d'une éventuelle opération en Corée passeront par le Japon. Et donc, si le Japon et la Corée ne s'entendent pas, ou si la situation politique induite par les tensions politiques sur des différents mémoriels dont je parlais tout à l'heure ne se règle pas, c'est toute la chaîne logistique des opérations vis-à-vis de la péninsule de Corée qui est mise en question. Donc, jusqu'où les différents politiques et historiques peuvent affaiblir la crédibilité d'une intervention militaire, ça c'est un vrai sujet. Et quand cette crédibilité militaire assure, entre guillemets, la dissuasion conventionnelle d'un éventuel agresseur, comprenez bien que les gens sont capables d'apprécier la solidité de cette dissuasion conventionnelle et que les réactions sont beaucoup moins prévisibles qu'elles ne pouvaient l'être il y a encore une quinzaine d'années. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, mais je suis prêt à répondre à d'autres si jamais j'avais évité quelques points qui vous intéressent. Merci beaucoup. Je vais ouvrir les échanges avec les participants qui sont encore avec nous. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Dans la note dont je suis en train de vous mettre le lien dans le chat, Hugues, je vous rends la parole. Pas très longtemps, s'il vous plaît, mais quand même quelques instants. Effectivement, pour rappeler ce point important, les bases de l'US Navy dans la zone, il n'y en a pas en Corée du Sud. Elles sont au Japon ou sur l'île de Guam. Les forces navales américaines ne sont pas sur le théâtre coréen. Non, sur le théâtre coréen, il y a essentiellement des gens de l'armée de terre ou des Marines, mais ils ont gardé en tête, je pense, le souvenir de ce qui s'est passé avec la surprise totale de l'attaque et l'avancée fulgurante de l'attaque des forces nord-coréennes. Il y a une base où on peut faire escale, c'est à Jinhae, qui est en même temps on va dire, leur grand port militaire, le grand port où il y a des recherches, je parle de coréen. Et c'est là que vont régulièrement faire escale des sous-marins nucléaires américains, quasiment tous les ans à peu près, hein, quand il y a ces fameux exercices entre la Corée, le Japon et les États-Unis, qui font hurler de rage Kim Jong-un. C'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. À chaque fois, il y a un certain nombre de missiles qui sont lancés. Donc voilà, il y a une base, mais c'est vraiment pour faire des escales courtes. Il n'y a pas d'escale où les bateaux sont affectés, alors il y en a au Japon, il y a Yokosuka, il y a Guam, dans les îles un peu plus lointaines. Ça sont les deux grandes bases. Les grandes bases aériennes sont aussi à Guam et au Japon. Alors, je n'ai pas, j'ai pas tout en tête, mais il y a pas grand-chose en Corée. Oui, en fait pour compléter ce que tu dis, Yves, toutes les bases logistiques sont issues de la guerre de Corée. Elles font partie du SOFA qui gère l'implication du Japon au titre du commandement arrière, du commandement des États-Unis, du quartier général arrière du commandement des États-Unis pour la péninsule coréenne. Il doit y avoir de mémoire trois ou quatre ports au Japon qui sont accrédités pour ça. Tu as cité Yokosuka, il y a bien sûr Okinawa, il doit y avoir White Beach, il doit y avoir Iwakuni. Enfin, il y a des terrains d'aviation, mais effectivement, peu de choses en Corée, sauf des points particuliers. Et dans les périodes où de 2017-2020, quand Kim Jong-un a commencé à renvoyer une flopée de missiles qui inquiétait tout le monde, toutes les nations ayant des ressortissants sur la péninsule coréenne se sont intéressées à l'évacuation des ressortissants. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord de ressortissants simple, parce qu'il n'y avait déjà pas d'accord entre le Japon et la Corée du Sud.
Et que, encore une fois, ce qui se faisait dans les années 50, parce que le Japon était occupé par les États-Unis, ne pouvait plus se faire. Et donc, voilà, depuis, la situation a un peu évolué, mais néanmoins, je dirais, s'il fallait mener quelque chose de permissif, rien que permissif, dans un cas très simple, pour évacuer des ressortissants, ça serait très compliqué. Et ensuite, après, une fois qu'ils sont au Japon, il faut pouvoir les sortir, et les sortir, c'est un vrai sujet. Et là aussi, il faut des accords. Donc, il y a plusieurs choses dans lesquelles on se rend bien compte que le fait qu'on ait gelé un conflit et qu'on ne l'ait pas traité, qu'il n'ait pas pu avancer pendant toutes ces années depuis 45 et 50, bah, ça nécessite aujourd'hui d'aller un peu plus vite. Et les incertitudes qui pèsent sur les différents acteurs en région du changement d'administration, du changement de comportement en Chine, du changement de comportement en Russie et en Corée du Nord, tout ça complique sérieusement la tâche et oblige à avoir une position des groupes d'alliés du Japon et de la Corée qui soit claire, une position des États-Unis qui soit claire, et là c'est tout sauf clair, et une position des Européens, dont la France, qui a le besoin d'être claire. Voilà. Je vous remercie. Alors, on va pouvoir commencer les échanges. N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions. Il y en a une première dans le chat et je remercie Alain Destex d'être avec nous ce soir. Je vais la poser pour vous, sauf si vous voulez souhaiter prendre la parole, Monsieur le Ministre. Mais sinon, on va vous poser la question suivante. Quelles sont les ressources de la Corée du Nord? Alors, est-ce que je comprends ressources financières, économiques ou ressources militaires? Je n'en sais rien. Hugues, est-ce que vous avez, ou Christophe, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Financière, la question est financière. Quels sont les moyens financiers de la Corée du Nord? Euh, Je peux juste donner quelque chose qui peut peut-être laisser un peu de temps à Hugues, parce que moi, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les bilans, je n'ai pas les flux. Euh, la Corée a une frontière importante avec la Chine et très, et pas nulle, mais beaucoup moins importante avec la Russie. La Corée fait l'objet de sanctions parce qu'elle ne respecte pas le TLP. Or, l'essentiel de l'économie de la Corée est véhiculé par le franchissement de la frontière à ces endroits-là. Et tout ça, c'est documenté. Je veux dire, c'est suivi par les satellites, les machins, les trucs. Donc, je dirais, si on voulait vraiment faire respecter les sanctions, non seulement il faut envoyer des bateaux assurer la surveillance de l'embargo, le contrôle pétrolier, et voilà. Et puis, il faudrait contrôler la frontière. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait s'entendre avec la Chine et la Russie. Visiblement, elles n'ont pas fondamentalement envie de le faire. Et si on en juge simplement par le nombre de munitions d'obus qui ont été envoyées en Russie et pour le front ukrainien, on se dit que bon, c'est pas vraiment une frontière contrôlée internationalement et que c'est plutôt une passoire. Donc, je dirais globalement, Kim Jong-un, le fait qu'il ait renoué un partenariat avec Vladimir Poutine, en acceptant d'envoyer des forces spéciales et des soldats coréens en Ukraine, ça lui garantit certaines retombées. Et la Chine, ça les aide aussi. Donc, je dirais qu'on a un pays sous embargo qui, peut-être encore moins que tous les autres, subit pas trop l'embargo. Même si, en tout cas, et en plus, à l'intérieur de ça, ceux qui subissent l'embargo, c'est la population nord-coréenne, mais pas, je dirais, la direction politico-militaire de l'establishment. Voilà ce que je peux dire. Oui, je crois qu'on parle d'économie de guerre, mais là, s'il y a un endroit où il y a une économie de guerre, c'est bien la Corée du Nord, hein. Et qui survit par certains échanges à travers la frontière avec la Chine, quand même, qui est relativement importante. Maintenant, avec les ventes d'armes vers la Russie et avec le trafic d'hydrocarbures, avec les échanges en mer, il y a beau y avoir des bateaux qui cherchent à contrôler, euh, c'est pas ça qui empêche les échanges, malgré tout. Mais c'est une économie de guerre avec des gens qui vivent de façon plutôt spartiate. Euh, Question subsidiaire, le rôle dans ces ressources de la Corée du Nord, rôle du trafic de drogue et aussi du piratage informatique et du hacking, etc. Vous avez des éléments là-dessus Moi, j'ai rien. J'ai rien. Non, j'ai pas d'éléments non plus. Simplement, bah, quand vous avez des hackers qui sont domiciliés en Corée du Nord, c'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher, quoi. Donc, Hmm. voilà. Est-ce qu'il y a une sous-traitance du hacking international et des actions qui sont conduites, même si elles sont difficilement attribuables?
à la Russie et à son gouvernement. Est-ce qu'il y a des accords pour faire des choses comme ça? On peut l'imaginer, bon, avoir des preuves ou quelque chose, c'est extrêmement difficile. Mais on n'est plus dans un monde de bisounours et on sait très bien que tout ce qui peut se faire peut se passer, quoi. Enfin, tout ce qui est faisable peut se passer. Après, ben, euh, être capable de le détecter, de l'attribuer, et même si on le fait, est-ce qu'on va le dire? Tout ça, c'est l'objet d'un certain nombre de choses. Le signalement stratégique, c'est quelque chose qui a repris de la valeur. Ça existait du temps de la guerre froide. Aujourd'hui, on n'est plus en guerre froide, mais ça a repris sacrément de la valeur. Donc, bon, je ne peux pas répondre précisément sur ces questions-là, mais ça fait partie de l'ambiance, quoi. Mais, par contre, vous allez pouvoir répondre à la question suivante, à mon avis, qui est posée par Florian James. Quelle est la volonté et la capacité de réarmement du Japon dans le cadre des bouleversements récents? C'est quoi aujourd'hui la stratégie d'armement, de réarmement du Japon? Euh, le Japon, lui, ça fait. Je suis parti, j'ai assisté. Bon, quand je suis peu, à, peu après que je sois arrivé au Japon, le Japon s'est doté d'un Conseil national de sécurité. Bon. Deuxièmement, il s'est doté d'une stratégie de sécurité nationale. Ok. À partir de là, ils ont adopté leur plan d'équipement capacitaire et leur loi de programmation militaire. Ils ont augmenté, ils étaient à 0,8, 0,9, ils ont monté jusqu'à 1% du part du PNB leur capacité de défense. Et ils ont décidé, lors de la mise à jour de leur nouvelle constitution, il y a 2, 3 ans, je crois, de passer à 2%. OK. Si vous voulez, donc ils ont décidé de le faire. Alors ça pose des problèmes parce qu'ils ont des difficultés budgétaires aussi, hein. Mais une petite particularité du Japon, c'est que quand ils votent quelque chose, c'est budgétairement respecté. Ils sont très, je dirais, un peu suisses là-dessus, si vous voulez ce que je veux dire. Je dis ça complètement par hasard, hein. Je veux dire, on vote quelque chose, on l'applique, et puis à la fin de l'année, c'est dépensé. Voilà. Pour nous, c'est incompréhensible, amiral. Voilà, je sais pas ce qui se passe chez nous. Enfin, je veux dire, voilà, chez eux, ça se passe. Voilà. Et en plus, je dirais, ils ont des arbitrages parlementaires pour voter des crédits supplémentaires pour payer tout ce qui n'a pas été prévu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a il y a des réajustements. Et là-dedans, ne sont pas pris en compte les gardes-côtes. OK. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a une certaine forme de rigueur, de mise en œuvre. Ils n'ont pas vécu les dividendes de la paix de la même façon que nous, on va dire. Et le problème qu'il y a eu au Japon, ça a été de faire changer l'état d'esprit de la population qui était plutôt pacifiste, je dirais, ou du moins qui rejetait la guerre, hein. Et ça a été le problème des porte-avions. Ils n'arrivaient pas à avoir des porte-avions à pont plat pendant très longtemps. Il leur a fallu plus de 30 ans pour convaincre le monde que même si c'était des porte-hélicoptères, il valait mieux qu'il y ait des ponts plats. Et maintenant, ils vont mettre des F-35 dessus. Et parallèlement, donc non seulement ils ont développé cette capacité de projection de puissance, mais ils développent aussi une capacité de projection de force en créant un corps de fusiliers marins qui appartient à l'armée de terre, certes, mais qui est calqué sur celui des Marines américains. Voilà, donc tout ça, c'est fait pour protéger les îles. Ils se préparent réellement à un conflit qui pourrait arriver. Pour aller dans ton sens, Hugues, il faut savoir que l'île la plus sud-ouest du Japon, qui s'appelle Yonaguni, elle est à moins de 100 nautiques de Taïwan. Ouais. Ce qui veut dire que toute la poussière d'îles japonaises qui descend de Kyushu, qui passe par Okinawa et qui fait l'archipel des Ryukyu, hein, et l'archipel des îles du Sud-Ouest, et bien là, il y a eu un déploiement des Marines américains, une création d'une brigade amphibie japonaise, un renforcement des systèmes antimissiles, de la vigilance et un renforcement des gardes-côtes. Ça en moins de 10 ans. Okay. Donc, pour répondre à la question du réarmement du Japon, ils sont concernés, ils se sentaient un peu plus menacés que nous avant, ils sont prêts à réagir, mais ils ne pourront pas tout faire tout seuls, surtout si leur allié principal émet des doutes sur la fiabilité de son alliance ou de son soutien. Voilà, jusqu'à présent, les Américains suivaient, mais c'était Biden. Et entre autres, le corps des Marines est en train de faire 3 régiments des Marine Littoral Regiment
euh, pour justement, qui seront équipés de drones et de missiles anti-navires, et pour justement participer à la protection du carcan, ce que j'appelle le carcan, cette ligne d'île qui longe la côte chinoise de façon à la bloquer. Et les Chinois, de leur côté, préparent des engins de débarquement en voiture, voilà, pour prendre de leur côté ces mêmes îles. Donc on va vers une approche coordonnée, dirais-je. Ouais. Si je prends juste une image, vous vous souvenez sans doute du concept de guerre des étoiles lancé par Ronald Reagan et qui a contribué je dirais, à déborder l'Union soviétique et à amener à la perestroïka et un certain nombre de choses et finalement à la fin de la guerre froide. Bon, et au démantèlement de l'URSS. Bien. Aujourd'hui, on voit que l'avancée technologique, elle est en Chine et que l'avancée coercitive, elle est dans des alliances qui ne sont pas favorables au gouvernement démocratique. Et qu'aujourd'hui, la course à la technologie, elle est engagée de ce côté-là face à des démocraties dont les budgets de défense et l'économie de défense, c'est encore à bâtir. Voilà. Et on voit très bien ce qu'ont amené 30 ans de dividendes de la paix en matière je dirais, de capacité de création de technologies modernes de combat. On voit très bien ce que ça a amené en termes de masse. Est-ce qu'on a suffisamment d'équipements pour faire face aux besoins? On est face à des gens qui, eux, ont la masse, eux ont les ressources humaines, et j'ai un peu le sentiment, ça n'engage que moi, qu'ils mènent un petit peu l'avant-garde de l'avancée technologique. Et que donc, j'ai un peu le sentiment que là où Reagan avait gagné, on est un petit peu moins bien armé que dans les années 90, quoi. Bon, merci. Alors, peut-être dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre rapidement, ce qui est à peu près impossible, mais je vais quand même le faire. Quelle réaction du Japon et de la Corée en cas d'invasion ou d'intervention militaire chinoise à Taïwan? Quelle serait, ce qui amène à te poser la question suivante, quelles sont les relations, quel est le regard que le Japon et la Corée du Sud portent sur le dossier taïwanais? Par contre, je vais vous demander d'essayer de répondre assez rapidement, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, s'il vous plaît. Moi, je peux simplement répondre sur le Japon parce que sur la Corée, je vais laisser Hugues s'il a des éléments. Sur le Japon, les relations entre le Japon et Taïwan ne sont pas mauvaises du tout. Historiquement, elles sont beaucoup moins envenimées par les problèmes mémoriels et Hugues en a parlé. Et que dans tout ce qui était, je dirais, soutien à la République de Taïwan, le Japon a fait ce qu'il pouvait dans le domaine civil. Okay, donc voilà. Maintenant, la connaissance du domaine militaire, c'est autre chose. La désignation d'un conseiller militaire chargé des relations, de superviser une possible dégradation de la situation militaire avec Taïwan au Japon, bah, ça soumet débat. Hugues parlait du Japon, qui est un pays particulier, qui était considéré comme l'agresseur responsable de la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenu la victime avec les bombes d'Hiroshima. Et donc, ce fait de passer d'un militarisme agressif à un pacifisme total, bah aujourd'hui, ils sont un petit peu embarrassés parce qu'il faut sortir du pacifisme, mais il y a quand même une majorité de Japonais qui sont pacifistes. Et toutes les étapes qu'a décrit Hugues vers la transformation de bâtiments porte-hélicoptères ASM en porte-avions, bah, ça va commencer à demander un petit peu de temps, demander aux Anglais combien il aura fallu pour recréer des porte-avions et un groupe aérien opérationnel, et vous verrez que et les Anglais avaient l'expérience dans le passé, les Japonais qui ne l'ont pas, ils ont tout à bâtir. Donc ça va prendre un petit moment. Donc faire ce qu'il faut avec Taïwan, oui, en plus, Taïwan, comme je vous le disais, géographiquement, c'est leur voisin le plus proche. Hein. Voilà. Donc voilà pour ma réponse. Et moi, Merci. Hugues? pour la Corée, je pense que ce serait plutôt des ventes d'armement, puisque ce sont de grands producteurs d'armement de haute technologie, que ce soit à terre, dans les airs ou sur mer. Donc, ce serait des ventes probablement d'armement. Mais je vois mal des Coréens aller débarquer en Taïwan pour aider les Taïwanais. Peut-être, mais je ne crois pas. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Merci à tous les deux pour ces échanges passionnants, substantiels.
un brin inquiétant, on peut le dire, le néophyte que je suis peut le dire en vous écoutant. Merci à tous, chers amis, d'être restés avec nous. On n'a pas trop débordé, donc tout va bien. Nous vous rendons à vos familles, à vos dîners et à vos apéritifs. Je crois qu'il fait un temps somptueux partout en France, pour ceux qui sont en France. Je n'en sais rien pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie. J'espère que ça va aussi. En tout cas, pour ce qui est de la France métropolitaine, il fait un temps somptueux. Très belle soirée à tous. Allez donc en profiter et à très bientôt. Merci.